C'est bonjour YouTube, on se retrouve enfin sur ma plateforme de prédilection. Pour ma défense, je n'ai pas déserté partout parce qu'il se passe énormément de choses sur mon compte TikTok où je vous invite à me suivre d'ailleurs. Mais bref, on est de retour sur YouTube avec une vidéo pas comme les autres parce qu'on va faire ma première tier list. Je sais, ça date de très longtemps les tier lists, mais je me suis dit que c'était une vidéo sympa à regarder pour cet été. Et en plus de ça, j'ai décidé de faire une tier list sur le thème principal de ma chaîne, à savoir les maisons de luxe. Aujourd'hui, la tier list, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce sera une tier list sur vos marques de luxe françaises préférées. Comme vous pouvez le voir, c'est découpé en 5 catégories. On a crème de la crème, pour les marques de luxe qui sont juste pépites. On a ensuite le haut du panier. Haut du panier, c'est des marques que j'apprécie énormément, mais qui pour autant ont des petits points négatifs que la crème de la crème n'a pas. Ensuite, on a le fameux sympa. Alors le sympa, lui, c'est pour une marque qui est chouette, mais qui pour autant, au niveau de tous les différents critères que je vais vous citer ensuite, ne peut pas se situer ni en haut du panier, ni en crème de la crème. Ensuite, on a le oui mais non. Alors le oui mais non, c'est tout simplement qu'il y a une hype autour de cette marque, mais que pour autant, je comprends pas trop la hype qu'il y a autour de cette marque. Donc voilà. Et enfin, on a le ça va pas ou quoi. Alors là, même pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. Je pense que l'écriteau parle de lui-même. Bien entendu, ces avis sont basés uniquement sur mon unpopular opinion. C'est tout. Et si en commentaire vous voulez faire votre propre classement, n'hésitez pas, je serais curieuse de le connaître. Du coup, les critères, comme je vous expliquais, c'est aussi par rapport à différentes choses que je regarde quand j'apprends à connaître une marque de luxe, à savoir l'histoire de la maison, l'histoire du couturier, les modèles phares qui ont été ancrés ou non par la marque dans l'histoire de la mode. Et le dernier point, c'est quelque chose de plus personnel parce que c'est le goût, tout simplement. En marque, nous avons uniquement des marques françaises parce qu'en fait, je trouve ça sympa de segmenter en différence de nationalité de luxe, étant donné qu'il y a aussi un énorme panel de marques de luxe italiennes. Je me suis dit que si cette première édition vous plaisait, ce serait peut-être cool de le refaire, mais qu'avec des marques italiennes. Nous avons Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Balmain, Jean-Paul Gaultier, Céline et Moncler. On va tout simplement suivre l'ordre des marques et on va commencer par Monsieur Dior. Alors Monsieur Dior, on va pas se mentir, on va le placer directement en crème de la crème. Pourquoi en crème de la crème? Alors si je dois me fixer à mes critères, petit 1, l'histoire de la maison, elle est merveilleuse. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à voir une de mes toutes premières vidéos sur la maison Dior où je raconte toute l'histoire de Christian Dior du début jusqu'à la fin. Pour ce qui est de l'histoire du couturier, pareil, c'est un homme qui connaissait parfaitement la silhouette de la femme, qui a compris tout de suite les besoins qu'elle avait dans sa garde-robe et à un âge vraiment éloigné des années qu'on a maintenant. Il était vraiment précurseur de beaucoup de choses, dans l'avant-garde de beaucoup de choses. Donc franchement sur ça, pépite. Ensuite, en troisième critère, on a ses créations. Qu'est-ce qui l'a fait rentrer dans l'univers de la mode et du luxe? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le dire? On a le tailleur bar en tout premier, on a le sac de Lady Di, on a le sac saddle, on a le tote bag, on a les premières toiles de Jouy. Donc franchement, niveau produit et création, il est au top du top. Et franchement pour moi dans le temps ça marche mais puissance 1000, donc c'est crème de la crème. Ensuite, nous passons à Monsieur Yves Saint Laurent. Même s'il a travaillé chez Dior, il a sa marque éponyme, donc il rentrait dans le classement des marques préférées des Français. Yves Saint Laurent, je pense que je vais le mettre en haut du panier, mais que je ne vais pas le mettre en crème de la crème, parce que, comme je vous ai dit, un de mes critères c'est l'histoire de la maison et l'histoire de son couturier. Donc bien évidemment, Yves Saint Laurent est un génie, vraiment, tous les journalistes de mode et même les différentes personnes qui l'ont côtoyé au sein de sa vie professionnelle étaient tous d'accord pour dire que c'était un génie. Je me suis beaucoup intéressée à sa vie personnelle. Il y a eu énormément de documentaires et notamment le film Yves Saint Laurent sur le sujet. Et c'est un secret pour personne, il avait pas mal de troubles psychologiques qui faisaient que c'était quelqu'un de très dur à vivre au quotidien pour ses proches. Et donc du coup c'est vrai que maintenant que je connais l'histoire derrière le nom, j'ai toujours un peu de mal à me dire que c'est une histoire toute belle, toute rose que je pourrais mettre en crème de la crème. Mais comme c'était un génie, qu'il a créé des choses incroyables, qu'il a commencé très jeune, qu'il a appris aux côtés des meilleurs et que lui aussi en termes de création, il en a fait rentrer beaucoup dans le commun de la mode, je le laisse quand même en haut du panier. Mais il y a ce petit truc qui me fait dire que il peut pas aller à côté de Dior. Ensuite, nous avons la seule et l'unique Coco Chanel.
Elle pour le coup, je vais la mettre en crème de la crème. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur Instagram de faire un 10 minutes pour tout savoir sur la vie de Coco Chanel. Le problème qu'il y a, c'est que, qu'on le veuille ou non, malgré tout le talent qu'elle avait, c'est un personnage un petit peu controversé dans l'histoire. Donc c'est vrai que c'est une personne sur laquelle je ne me suis jamais vraiment autorisée à parler. L'histoire de la maison, franchement, on la présente plus. Vraiment, ça a été, je sais pas, c'est la créatrice de la petite robe noire, donc, et puis des femmes en pantalon. Donc je veux dire, rien que ça, même pas la peine de dire quoi que ce soit sur la maison. En plus de ça, la personne, si on parle que de la couturière et de la créatrice, c'est une femme qui avait du caractère, qui savait écouter les femmes, qui savait se démarcher dans un milieu qui était pas mal masculin quand même, la haute couture, et surtout dans ces années-là. Elle a été très connue pour sa rivalité avec Schiaparelli, enfin franchement, c'était une grande dame au niveau de la mode, et tout le patrimoine culturel de la mode qu'elle a laissé était juste incroyable pour tout ce qui est habillement, maroquinerie, parfumerie, haute joaillerie, enfin c'est une personne qui a touché à tous les corps de métier de la mode et du luxe et qui a réussi dans tout. Le sac boy de Chanel devient l'investissement que toutes les jeunes femmes et les jeunes filles rêvent de faire à un moment donné de leur vie, donc, alors que la maison date de 1910 et elle a commencé par des chapeaux. Donc franchement, sur tout ce qui est patrimoine culturel de la mode et du luxe et de la haute couture, etc., il n'y a rien à dire. Après oui, c'est un personnage qui a été controversé. Peut-être que ça aurait pu aller en haut du panier au même titre qu'Yves Saint Laurent, parce que c'est vrai que j'ai parlé de choses personnelles sur la personne. Mais là, je sais pas, franchement c'est trop une entité dans l'histoire de la mode et du luxe pour que je la mette pas à côté de Dior. Ensuite, nous avons Louis Vuitton. Alors, vous allez peut-être me détester, mais je vais le mettre en oui mais non. Laissez-moi m'expliquer, d'accord? Je le mets en oui mais non, parce que en fait, pour ce qui est de l'histoire de Louis Vuitton, idem, j'en ai fait une vidéo, si vous voulez la voir n'hésitez pas, parce que j'explique tout le cheminement de Monsieur Louis Vuitton. Mais en fait, étant donné que je dois me baser sur l'histoire dans son entièreté de la maison, je suis obligée de parler du Louis Vuitton de nos jours, qui est quand même un Louis Vuitton qui reste dans les codes classiques, mais qui a été très revu, je trouve, pour une vision du marché asiatique qui du coup personnellement ne me correspond plus trop. On a gardé la toile enduite, on a gardé le monogramme même s'il a été revu, enfin il y a plein de choses de codes qui sont restés, la bagagerie fait toujours partie des best-sellers de la marque, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que maintenant il y a une hype autour de ça, alors que c'est une hype qui n'est pas la même que celle qui aurait pu être faite avec les messages d'antan. J'aurais pu le mettre en sympa, mais en fait même pas, parce que à part les bagages et la maroquinerie, tout ce qui est prêt-à-porter, chaussures, etc., je me retrouve pas du tout là-dedans. Et comme c'est sur Maison Popular Opinion, il sera en oui mais non. Ensuite, nous avons la maison Hermès. Je ne suis pas très objective, parce que j'adore la maison Hermès. Donc ça va partir direct en crème de la crème. Crème de la crème, pourquoi? Parce que déjà à titre personnel, c'est la première maison de luxe française de laquelle je me suis intéressée pleinement, où j'ai appris toute son histoire, etc. Et ça a été ma première vidéo sur l'histoire de la mode et du luxe de cette chaîne. Donc franchement ça a une place toute particulière dans mon cœur. En plus de ça, c'est une maison qui n'appartient à aucun groupe, ni LVMH ni Kering, donc je trouve que c'est aussi un message très fort quand on veut garder l'identité d'une marque de luxe. Et en plus de ça, je trouve que c'est une des seules marques qui n'a jamais changé d'ADN et jamais perdu en qualité. L'histoire de Thierry Hermès, Émile Hermès et tout ce qui s'est passé derrière est juste incroyablement chouette, et franchement il n'y a eu aucune ombre au tableau d'un point de vue extérieur. Donc pour moi, franchement, et puis même le patrimoine que ça a laissé, au même titre que Dior et Chanel, je suis obligée de les mettre sur le même pied d'égalité. On a le Kelly d'Hermès, on a les carrés d'Hermès, on a le Birkin d'Hermès, enfin vraiment c'est que la crème de la crème, même au niveau qualité de la soie, qualité du cuir, vraiment rien à dire, crème de la crème. Ensuite nous avons Balmain. Alors Balmain, je vais le mettre en haut du panier parce que déjà je trouve que c'est une des marques de luxe françaises la plus inclusive, dans le sens où grâce à l'histoire d'Olivier Rousteing, il y a énormément de personnes qui se projettent dans les vêtements Balmain, parce qu'en fait on a l'impression qu'ils sont destinés à la terre entière, toutes les morphologies, toutes les origines, et il y a une liberté dans ces créations qui est juste folle. C'est une personne qui a donné sa vie à son travail, et très jeune, et qui a réussi à en faire un truc merveilleux. Donc ça donne envie de les porter, même si de base c'est pas notre style. Et puis chez Balmain, franchement, tous les défilés haute couture sont magnifiques. Donc franchement pour le coup, haut du panier sans réfléchir. Ensuite nous avons Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, on va le mettre en sympa. Sympa,
Pourquoi? Bah déjà parce que je trouve qu'on peut pas parler de luxe français, de mode française sans parler de Jean-Paul Gaultier, parce que je trouve que ça a été un des visages les plus marquants d'une nouvelle génération de créateurs. Et puis même je trouve que ça a été le premier à ne pas avoir peur d'être excentrique, de casser les codes un peu classiques de la mode et de la haute couture. Donc franchement pour son audace, je le mettrais en sympa. En termes de patrimoine de mode, on lui accorde quand même le corset, la marinière détournée sous tous ses angles, etc. etc. Et puis même vraiment ce côté chaud, ce côté excentrique, ce côté vraiment... pas peur du ridicule, et il a eu des muses qui défilaient telles que Nabila. Enfin vraiment c'est une personne qui n'a pas eu peur de mettre les pieds dans le plat et de dire à tout le monde ben, vous voulez pas le faire, moi je le fais. Mais pour autant, au niveau histoire, au même titre qu'un Christian Dior, je trouve que je ne peux pas les mettre à côté parce que c'est deux époques différentes et que du coup je trouve que ce serait illogique qu'ils soient sur le même pied d'égalité. Ensuite on a Céline. Céline, je vais la mettre en sympa aussi. Pourquoi en sympa? Bah moi j'adore l'histoire de Céline, hein. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je trouve que Céline c'est une version plus jeune et moderne de ce qui a déjà pu être fait. Donc du coup, même si j'aime beaucoup l'histoire, que j'aime beaucoup les différentes créations qu'elle a pu faire et qui sont restées ancrées, qui ont été revues par Hedi Slimane, comme le sac Triomphe avec le logo, maintenant tout ce qui est le laboratoire de parfumerie, etc. Je trouve ça top. Mais je trouve que sympa, c'est une place qui est correcte si je regarde ce qui a déjà été placé. Parce que c'est ça aussi, il faut qu'il y ait une cohérence dans le classement. Donc je la laisserai là. Et on termine par Moncler. Alors Moncler, je vais le mettre en haut du panier. Moncler c'est une marque à laquelle on pense pas beaucoup parce que c'est pas de la haute couture mais c'est quand même du luxe. C'est grenoblois donc c'est totalement français. Et en plus de ça, de base, c'était pour faire des doudounes. Donc vraiment la chose la moins sexy de la planète. Pareil, l'histoire de Moncler, incroyable. Et puis même, je trouve que Moncler, c'est vraiment comment rendre esthétique, moderne et élégant un vêtement que personne n'a envie de porter parce qu'on a toujours l'impression d'être énorme ou de faire boule dans une doudoune. C'est une doudoune qu'on garde minimum, mais vraiment mais grand minimum, une dizaine d'années. Donc c'est des investissements qui sont fous. Ça a couvert des alpinistes pour des JO. Enfin vraiment je trouve que le niveau qualité pour un vêtement qui de base est si peu joli, ben, ça en fait quelque chose de fou. Et en fait, ben, on n'a pas de ça va pas ou quoi. C'est-à-dire que dans la liste de marques de luxe françaises préférées des Français, eh bien il n'y en a aucune que je trouve complètement chaotique. Donc écoutez, si vous en avez une en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, vous avez la version finale de cette tier list. Écoutez, je trouve que ça se tient. Je serais très curieuse, vraiment j'insiste, d'avoir votre propre tier list dans les commentaires. Si vous avez d'autres marques de luxe françaises que vous voulez incorporer, n'hésitez pas. Si vous voulez une version italienne, mais je serais plus que ravie. Et écoutez, j'ai adoré faire ça. Donc franchement je serais ravie de faire plusieurs épisodes. En attendant, on se retrouve sur TikTok et Instagram où il se passe vraiment beaucoup de choses ces derniers temps. On va se retrouver aussi plusieurs fois pendant ce mois d'août parce que étant donné que j'ai un petit peu plus de temps, je vais vous faire beaucoup plus de contenu puisque je vous l'avais promis et chose promise, chose due. Je ne vous dévoile pas encore la teneur des choses comme d'habitude. Pour le savoir, il faudra vous abonner. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez envie d'en parler entre amis. En attendant, merci pour tout, prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao!